Allez, 3 petits sujets pour terminer, petit ou moyen d'ailleurs, pour terminer l'émission. Série ou feuilleton, Veolia Suez, épisode 47. Papier des Échos ce matin. Les dirigeants de Suez s'insurgent contre la communication de l'AMF qui elle-même critiquait Suez par rapport à son refus, entre guillemets, de l'OPA de Veolia. Le président de Suez, Philippe Varin, et son directeur général, M. Camus, ont demandé à l'AMF, qui les avait un petit peu admonestés en fin de semaine dernière, de réexaminer sa prise de position de vendredi, voilà, donc c'était la fin de semaine dernière, qui repose selon eux, donc selon Suez, sur des erreurs de fait et de droit manifeste. En cause, l'interprétation, on ne va pas rentrer dans le détail, de la loi Florange qui normalement permet à peu près de s'opposer complètement à une acquisition du point de vue du conseil d'administration, alors que, en gros, l'AMF avait dit que le conseil d'administration de Suez exagérait un petit peu dans son refus face à Veolia, notamment avec des espèces de menaces, la fameuse fondation néerlandaise dans laquelle serait logée la filiale Eau France de Suez, et puis la menace d'une cession d'actifs australiens que Veolia souhaiterait récupérer dans Suez. Bref, est-ce que, d'une part, votre sentiment sur ce feuilleton qui s'éternise, et d'autre part, sur le fait qu'on en soit interprété avec l'autorité des marchés financiers au milieu, tel sous-article de la loi machin, en l'occurrence la loi Florange, elle peut déboucher sur quoi cette opposition, cette guéguerre Suez-Veolia, selon vous, Annick? Ce qui est certain, c'est qu'on a du mal à percevoir la valeur qui est créée pour les actionnaires avec ce feuilleton à épisodes. Pour l'instant, ça progresse multiples. un peu. On sait à peu près, on doit être autour on est juste au-dessus du prix initial de 18 €. On n'est pas encore à 20 €, qui est le prix demandé par Suez, notamment avec d'autres demandes. Mais pardon, je vous interromps. Non, mais c'est vrai que les circonvolutions juridiques, en particulier de Suez, parce que ce sont surtout eux qui rivalisent d'imagination pour dresser des barrières sur la route de Veolia, ça donne le vertige. J'ai envie de dire, on attend... En même temps, s'ils n'y croient pas, est-ce qu'ils n'ont pas raison de dresser des barrières? Oui, alors ils veulent faire monter les enchères, parce que manifestement, il y a un prix qui débloquerait tout. Veolia dit que ce n'est pas le bon prix. Qui dit vrai, qui dit faux? Je pense qu'il faut attendre l'avis de l'AMF, et puis je pense qu'il faut patienter jusqu'à l'Assemblée générale. Je pense qu'au final, ce sont les actionnaires qui auront le dernier mot. Et voilà, mais c'est vrai qu'en attendant, ça fait beaucoup de papier tout ça. Oui, ça nous occupe. Alors, on en parle régulièrement. Nicolas, votre sentiment sur ce feuilleton qui n'en finit pas de se poursuivre? C'est un dossier qui pue, pour parler clairement. Moi, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais j'ai beaucoup de mal à concevoir l'intérêt d'abord purement économique de la fusion de ces deux groupes. On a un Suez qui, en gros, cherche à valoriser davantage le titre, mais au passage demande à Veolia de céder 50% des actifs auprès des deux fonds. Veolia a répondu... Qui est une réponse par rapport au projet initial de Veolia, qui était de céder déjà par des actifs français pour des raisons de concurrence à un autre fonds. On en parlait encore tout à l'heure. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des intérêts qui sont portés au plus haut lieu. Je ne suis pas sûr que cette fusion aille dans l'intérêt de l'ensemble des hommes et des femmes qui composent aujourd'hui ces deux groupes-là. Voilà. Je regarde, je lis la presse, je regarde les intérêts économiques. Je trouve que d'un point de vue purement industriel, je ne vois pas énormément l'intérêt de fusionner ces deux groupes. D'ailleurs, on parle sans arrêt de cession, de transfert d'actifs, parce qu'on voit bien qu'il y a des limites à cette fusion. Il y a des hommes et des femmes, il y a des clients au passage, derrière, que nous sommes d'ailleurs sur le sujet. Voilà, je trouve qu'un dossier qui dure aussi longtemps, qui fait des propositions, des contre-propositions, mais qui ne sont pas des vraies propositions. Parce qu'il y a déjà des batailles boursières, mais souvent c'était entre deux offres à peu près claires, et puis ça se battait à coups de prix, et puis ça pouvait durer des mois, mais bon, globalement, on comprenait à peu près l'enjeu. Là, effectivement, on a deux offres qui ne sont pas tout à fait l'une face à l'autre, parce qu'elles n'ont pas les mêmes périmètres. Sont différents. Oui. Parce qu'on a le sentiment que les intérêts sont pas... D'abord, les intérêts ne convergent pas entre les deux groupes, et chacun fait des propositions dans son intérêt et pas dans l'intérêt d'un collectif. N'oublions jamais que quand on souhaite réaliser une fusion, peu importe sa taille, il faut que le 1 plus 1, il fasse 2,5 ou 3. L'objectif, c'est de ne pas faire 1,5 ou 1,75. Donc il faut qu'il y ait un intérêt économique, il faut qu'il y ait un intérêt technologique, humain. Veolia dit que 1 plus 1 égale un peu plus que 2, parce que sinon il ne le ferait pas. Enfin, quand on regarde de l'autre côté, c'est pas ce que dit Suez. Donc ce que je veux dire par là, c'est que des dossiers qui durent comme ça très longtemps,
à coup de propositions contre propositions, où on voit bien que ils sont pas dans une démarche constructive dans le but d'arriver à une finalité d'accord, et c'est ça qui me choque plus dans ce projet-là. Donc je reste très dubitatif sur l'évolution de ce dossier. Alors, on se demandait si les chefs d'entreprise devaient faire de la politique. En tout cas, il y a certains dossiers qui sont compliqués. On est probablement dans un contre-exemple complet en tout cas par rapport à ce qu'il ne faut pas faire. Allez, un papier intéressant dans le Wall Street Journal. La Chine, ça y est, crée son propre devise numérique. Une première, nous dit le Wall Street Journal, pour une économie majeure. Le cyber-yuan va permettre à Beijing, à Pékin, deux choses. D'une part, alors ça c'est le mauvais côté, enfin mauvais côté de notre point de vue, de surveiller absolument toutes les transactions financières de l'ensemble de son 1,5 milliard d'habitants. Donc là, c'est un petit peu le côté société de surveillance par rapport à un régime totalitaire. Et par ailleurs, ça va lui permettre, et là c'est d'un point de vue économique plus intéressant, semble-t-il, de véritablement contrebalancer le dollar, dans la mesure où, on le sait, c'est pas nouveau, une des forces des États-Unis, c'est le dollar, l'un des éléments moteurs de l'espèce d'extraterritorialité du droit américain, c'est notamment le dollar, puisque si vous utilisez du dollar, vous êtes soumis à une législation américaine le cas échéant. Or, tout le monde utilise du dollar partout dans le monde, et pas encore du yuan. En revanche, un cyber-yuan échapperait complètement au contrôle, en tout cas à la connaissance des autorités américaines, et pourrait permettre précisément de contourner notamment tous les embargos, etc. C'est un élément, comment vous d'analyser cette initiative chinoise d'aller vers les devises numériques, en l'occurrence d'être le premier. On sait que les Américains y pensent, on sait que les Européens y pensent beaucoup. Non pas ces crypto-devises, mais ces devises numériques basées sur l'euro pour ce qui est de l'Europe, ou le dollar pour ce qui est des États-Unis. Là, c'est les Chinois qui sont les premiers à faire le grand pas, le grand saut. Je pense que le message, il est avant tout politique. La Chine est le premier État à mettre en place une devise numérique. Je pense que c'est l'essentiel du message, parce que la devise chinoise est encore une devise relativement peu utilisée dans les échanges, et 3 ou 4% des échanges mondiaux, je crois. Oui, voilà, c'est pas encore une monnaie de réserve, donc c'est pas le passage au digital qui va changer cet état de fait. Et ensuite, ce qui est important dans une monnaie digitale, c'est de pouvoir la faire transiter aussi sur des routes de paiement mondiales. Et en ce sens, le projet de la Banque des règlements internationaux et de son hub dédié à l'innovation, qui est en train de faire un projet pilote qui rassemble Singapour, Hong Kong, la Suisse, qui va s'étendre à d'autres pays au cours de l'année, qui vise justement à tester des monnaies digitales dans un circuit international totalement digital, et à mon sens plus intéressant, plus complexe, mais beaucoup plus stratégique. Là, il y avait des raisons politiques aussi que j'évoquais rapidement, Nicolas. Rapidement, je pense que la Chine se prépare tout simplement dans les toutes prochaines années à prendre la première place mondiale face aux États-Unis. Qu'elle a une faiblesse aujourd'hui, c'est par rapport à sa monnaie, parce que c'est vrai qu'on l'a très bien évoqué tout à l'heure, c'est que le dollar est la monnaie encore aujourd'hui qui domine, et que pour eux, je pense que l'un des objectifs de contourner justement le dollar, c'est d'y aller par ce système-là. Et je pense que là-dessus, ils s'y préparent, et c'est d'un point de vue stratégique, je pense que la Chine œuvre un grand pas sur le sujet. Un nouvel élément de soft power. Je pense. Allez, pour terminer cette photo, vous avez sûrement vu depuis hier soir, c'était hier à Ankara. Le président du Conseil européen, M. Charles Michel, et la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, étaient en visite donc, auprès de M. Erdogan. Et puis voilà, regardez ce qui s'est passé. Il y avait 2 fauteuils, et c'est Mme von der Leyen qui a pris le canapé. Alors effectivement, en termes de protocole, elle est juste en dessous de M. Charles Michel. C'est un peu comme le président et le Premier ministre, mais
quand même. Alors dans les commentaires, c'était très critiqué. Je ne vais pas vous faire commenter, on n'a pas le temps. Mais globalement, l'alternative, à vous de commenter. Est-ce que c'est M. Charles Michel, président du Conseil européen, qui n'aurait pas dû s'asseoir, ou est-ce que c'est M. Erdogan qui est à critiquer parce que, évidemment, il n'y avait pas de fauteuil pour Mme van der Leyen. Voilà, je vous laisse. Ça manque de classe, en tout cas. En tout cas. Mais en bonne communicante, elle a une veste rouge et on ne voit qu'elle. Oui, et puis elle a hésité. Il y a eu le fameux je m'assois où, qui restera probablement dans les annales. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée, très bonne nuit. À demain.